Alors initialement, je devais avoir une introduction faite par Christophe, mais il est très pris par un rendez-vous assez stratégique. Donc je vais me lancer sans cette intro. En tout cas, merci à Christophe de me donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui avec mon associé Yann. Donc merci à FCM. En deux mots, Yann et moi, on pilote une Mobility Management Company. Donc on aide l'ensemble du marché de la mobilité à déployer des solutions de mobilité plus responsables. Et aujourd'hui, la question que je vais essayer d'aborder, c'est pourquoi et comment déployer une politique de mobilité qui dépasse les frontières du voyage traditionnel et qui couvre les autres mobilités d'entreprise, à savoir la flotte automobile et les déplacements du quotidien, qu'on appelle le commuting. Donc toute l'idée, c'est est-ce qu'il y a de la pertinence et quels sont les bénéfices à englober une politique qui couvre le travel, la flotte automobile et les déplacements du quotidien. Premier élément de réponse sur le pourquoi, quand on regarde ces trois mobilités, les enjeux sont strictement les mêmes. Quand on interroge des travel managers aujourd'hui, ils ont globalement trois grosses priorités, trois gros enjeux. Le premier, c'est est-ce que ma mobilité, est-ce que mon travel contribue à la profitabilité de mon entreprise? Donc, est-ce que il est optimisé financièrement, donc un enjeu de profit. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu planète, c'est est-ce que mon travel a un minimum d'émissions de gaz à effet de serre. Et le troisième, il est assez simple, c'est est-ce que ma travel policy est assez confortable et assez secure pour faire en sorte qu'elle soit attractive auprès de mes collaborateurs. Donc il y a trois enjeux. Alors aujourd'hui, on a l'IFT. Moi, ce matin, avant de venir, je suis allé au Fleet and Mobility Day, qui est un peu le salon cousin d'ici, qui est lié à la flotte automobile. Et j'ai interrogé des fleet managers. Donc les fleet managers, c'est un peu les cousins germains des travel managers. Et leurs enjeux, c'est quoi à votre avis? C'est la même chose. C'est est-ce que ma flotte est optimisée financièrement? Est-ce que ma flotte a une empreinte carbone la plus limitée possible? Et est-ce que ma car policy permet d'attirer et de retenir mes talents? Donc, travel plus fleet, c'est les mêmes enjeux. Si on aborde les sujets et la problématique des déplacements du quotidien, donc des déplacements domicile-travail, qui sont en général de la responsabilité des RH, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. C'est exactement les mêmes sujets. C'est est-ce que mes déplacements du quotidien sont optimisés financièrement? Est-ce qu'ils sont optimisés d'un point de vue d'impact carbone? Et est-ce qu'ils contribuent à l'attractivité de ma boîte et à la rétention de mes talents? Donc on a trois mobilités assez distinctes et trois enjeux qui sont communs à ces trois mobilités. Quand on regarde d'un peu plus près, en fait, il y a un élément commun à ces trois mobilités. Alors, je vais peut-être faire appel à vos souvenirs de maths. Est-ce que ça te dit quelque chose, le PPDM? Non? Ça te dit quelque chose, le PPDM, le plus petit dénominateur commun? Voilà. À pas confondre avec le PPDC. Donc, il y a un dénominateur commun qui est le collaborateur, qui est transverse aux trois mobilités. En fait, un collaborateur, si vous regardez autour de vous, ou même vous, globalement, vous allez dans un mois donné être traveler. Vous allez aussi être peut-être conducteur et vous allez être commuteur. Donc on a un point commun à ces trois mobilités qui est le collaborateur qui potentiellement va pouvoir utiliser les trois mobilités. Et quand on regarde les entreprises, on a des entreprises qui sont organisées de façon très silotée, très verticale dans leur approche, avec des travel managers qui gèrent leur travel, globalement, des fleet managers qui gèrent leur fleet, et des RH qui gèrent leur déplacement du quotidien. Si je reviens aux collaborateurs, quand on interroge, c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses enjeux? Premier enjeu, de façon certaine, c'est sa rémunération. Donc son point numéro 1, c'est sa rémunération. Le deuxième, pour 59% d'entre eux, c'est son équilibre pro-perso. Donc il va être très attaché, pour globalement presque 2 tiers d'entre eux, à avoir un bon équilibre pro-perso. Et quand on les interroge un peu plus sur la transition écologique, il y a le 9 sur 10 qui considèrent que c'est un élément prioritaire ou important pour leur entreprise. Pour autant, il y en a 2 tiers qui considèrent que leur entreprise n'en font pas assez.
Donc on a une pression des collaborateurs pour avoir des mobilités plus responsables. Le deuxième pourquoi, c'est un pourquoi qui est moins rigolo, qui est un pourquoi réglementaire. Quand on regarde la réglementation, il y a la réglementation française, la réglementation européenne. Si on prend la réglementation française, le principal vecteur, c'est la loi LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités, avec un certain nombre de dispositifs qui vont encourager une mobilité plus responsable. Donc je vais en citer deux. Le premier, c'est le forfait de mobilité durable. Je ne sais pas si ça vous parle. Apparemment pas énormément, plus ou moins. C'est un dispositif plutôt moins que plus. C'est un outil qui permet aux entreprises, donc je ne sais pas si Christophe a prévu de le faire, de distribuer jusqu'à 700 € sans charge pour l'entreprise et sans impôt pour les collaborateurs, dans le cas des déplacements du quotidien, pour peu qu'ils soient faits avec des mobilités douces. Donc tout ce qui est vélo, vélo électrique, autopartage, trottinette. Et donc ça, c'est un premier levier qui est prévu par la loi. Le deuxième, c'est l'obligation de verdissement de la flotte. Donc je reviens sur les sujets qui dépassent le travel et qui ont trait à la flotte. La loi LOM prévoit pour les entreprises qui ont plus de 50 collaborateurs et plus de 100 voitures de renouveler à partir de 2025, 27 et 30 leurs véhicules par des véhicules à faible émission. Donc c'est 20% en 2025, 30 en 27 et 30 en 25 et 50 en 27. Quand on regarde où on en est très loin. Il y a deux tiers des entreprises qui sont absolument pas au rendez-vous. Donc on voit quand même qu'on a une réglementation française qui n'est pas coercitive, mais qui pousse quand même les entreprises à se poser des questions et à déployer des politiques de mobilité plus responsables pour ce qui est de la flotte et des déplacements du quotidien. Si on va un peu plus loin et qu'on intègre et qu'on prend en compte la réglementation européenne, vous avez peut-être entendu parler de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, ce n'est pas un cours de droit que je fais aujourd'hui, mais c'est globalement toute une réglementation qui vient harmoniser le reporting extra-financier, qui va permettre de mieux comparer les entreprises de façon plus objective. Donc, ça porte sur pas mal de sujets, sur la protection des collaborateurs, et également sur l'empreinte carbone. Donc, toutes les boîtes qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires, qui font plus de 500 voyageurs, 500 collaborateurs, plus de 20 millions de chiffres d'affaires, 40 millions de chiffres d'affaires et 20 millions au bilan, sont soumises à cette obligation. Donc quand on regarde le panorama, on voit bien qu'il y a un étau qui se resserre auprès des entreprises pour, via leurs collaborateurs, via la réglementation, pousser vers des politiques de mobilité plus responsables. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quoi les bénéfices de raisonner horizontal, donc plutôt en prenant en compte les besoins du collaborateur, que de façon verticale. Là encore, je me répète un peu, mais les boîtes sont quand même très très verticalisées. Et nous, on a vu avec Yann, dans toutes nos missions qu'on fait, qu'il y a un énorme bénéfice à inverser le sens du raisonnement, de se dire comment est-ce qu'on peut pousser les entreprises à raisonner sur l'ensemble des mobilités. Ça va d'abord, si je peux me permettre, ça va un peu ouvrir les chakras, ça va permettre, quand on regarde les opérationnels, ils sont souvent dans une logique d'optimisation de l'existant, mais pas forcément de refonte du modèle, de refonte de l'organisation. Et le fait de travailler de façon multimobilité plutôt que monomobilité, ça va ouvrir des opportunités assez fortes et dans une logique plutôt d'approche ouverte que d'approche fermée. Ce qu'on voit, nous, comme bénéfice quand on travaille avec nos clients, que ce soit des fournisseurs de mobilité ou des consommateurs, il y a trois grands types de bénéfices. Il y a un bénéfice profit, c'est en quoi une politique horizontale contribue de façon positive à mes profits. C'est ce qu'on appelle les 3 P. Donc le premier P, c'est les profits. Le deuxième P, c'est la planète. C'est est-ce que ma politique horizontale de mobilité contribue de façon positive à la réduction de mes émissions carbone. Et ma troisième, c'est les people, qui est-ce que ma politique contribue à ce que ma boîte soit attractive et garde ses collaborateurs. Donc je vais vous donner quelques exemples parce que je pense que la théorie c'est très bien, mais nous ce qu'on rencontre c'est des choses très très concrètes. Donc si on prend le premier P, qui est le profit, il y a un premier bénéfice qu'on peut
identifié, c'est pour pouvoir financer avec des économies sur une des mobilités d'autres investissements. Je vais être concret. On a fait une mission avec Yann il y a peu de temps pour une assez grosse mutuelle. On a regardé à la fois leur travel policy et leur car policy. On les a fait changer leur travel policy, notamment en train, parce qu'il y avait quand même beaucoup de déplacements en seconde, de moins de 2 heures en première, donc on leur a dit, on va passer en seconde. Et la poche d'argent qu'on a pu récupérer sur le travel, on l'a affectée à la flotte automobile pour financer l'électrification du parc et la mise en place d'un logiciel d'autopartage. Donc, si vous restez dans votre verticale, jamais vous allez ouvrir au chakra. Quand vous regardez de façon plus transverse, il y a beaucoup de poches d'optimisation qui se trouvent aux angles morts des mobilités. Et ça, c'est notre métier d'aller les chercher et les partager. Autre exemple concret d'impact profit, l'optimisation des... Alors, on n'est plus dans le travel, mais en fait, mon call to action aujourd'hui, c'est indiqué ici, c'est faites sauter les frontières, sortez de votre précaré travel et embrassez une mobilité plus large. Donc, ce qu'on a réussi à détecter comme potentiel d'économie, et là on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est l'utilisation et l'optimisation des véhicules de service. Globalement, dans toujours cette même mutuelle, il y avait globalement 200 véhicules de service affectés qui ne tournaient pas énormément. Et dans le même temps, les collaborateurs prenaient leurs véhicules perso et se faisaient rembourser des indemnités kilométriques. Alors là, typiquement, on est des angles morts parce qu'en fait, le véhicule de service, c'est le fleet management et les ICA, c'est la RH. Donc, ils ne se parlent pas. Et nous, on leur a dit, écoutez, si vous travaillez un petit peu sur les règles d'utilisation des véhicules de service, tous les ICA que vous payez en doublon, vous allez faire sauter. Et globalement, de mémoire, on était autour de 40-50 000 euros par an d'optimisation. Donc, il y a plein de sujets que vous pouvez chercher en travaillant de façon transverse. Et puis, il y a des initiatives qui vont toucher l'ensemble des 3 P, donc le profit, la planète et le people. Et ça demande un petit peu de prise de hauteur, c'est aussi notre métier. Et ça passe par des initiatives un peu plus transverses, mais de se dire déjà, est-ce qu'on peut réfléchir à l'opportunité d'un déplacement? Est-ce que pour un meeting donné, le présentiel s'impose ou est-ce que le distanciel suffit parfaitement? On a regardé de façon très, très quantifiée avec un gros acteur des data centers et en fait, on a regardé à chaque étape du cycle de vente. Donc, c'est une étape classique avec 5 ou 6 stages. Quand est-ce qu'un meeting en présentiel avait un impact positif et significatif en conversion, ou quand est-ce qu'un rendez-vous distanciel avait les mêmes effets. Donc on peut se dire, sur un cycle de vente, je ne connais pas votre cycle de vente chez FCM, mais se dire, où est-ce que je dois impérativement me déplacer, et où est-ce que ça va très bien, et ça prend aucun risque business de faire un rendez-vous en distanciel. Donc ça, c'est un exemple assez simple. Et une fois que le rendez-vous en présentiel est validé, ce qu'on peut essayer de mettre en place, c'est une architecture de choix sur comment je me rends à mon rendez-vous. Et là, l'arbitrage se fait au niveau de l'entreprise sur est-ce que je veux plutôt pousser les enjeux économiques, écologiques ou RH. Donc là, il y a des arbitrages à faire et ça permet après de hiérarchiser l'utilisation du train, enfin de l'avion, du train, du véhicule de fonction de service, de la location de durée ou du véhicule perso. Et donc ça, si vous arrivez à le formaliser, vos collaborateurs ils vont savoir ce qu'il faut faire. Sinon, ils piochent et puis ils ne prennent pas forcément l'outil le plus, la solution la plus adaptée. D'autres solutions qu'on a essayé de développer avec pas mal de nos missions, c'est de réfléchir à ce que sûrement vous faites, et c'est du bon sens, mais c'est-à-dire, quand j'organise un meeting à un endroit donné, comment viennent les invités? Est-ce qu'ils viennent en voiture? S'ils viennent en train ou en transport en commun, notamment en train, voilà, on a vu que chez ce client-là, ils n'intégraient pas trop les horaires de train. Donc, ils faisaient comme moi, ils disaient meeting à 9h, et le train, il arrivait à 9h30. Donc c'est pas forcément à chaque fois des trucs où il faut refaire polytechnique, mais avec un peu de bon sens, on arrive à améliorer l'efficacité. Et ça, c'est peut-être pas un impact très significatif en termes profit, mais en tout cas en termes de satisfaction collaborateur, à dire OK, on a intégré les contraintes de déplacement et on organise un meeting au bon moment, ça fait du sens.
Donc voilà pour les initiatives qui peuvent toucher l'ensemble des pays. Et puis après, il y a tout ce qui peut toucher aux collaborateurs, donc le côté people. Quand vous êtes un acheteur et que vous prenez des décisions d'échanger par exemple votre fournisseur d'énergie pour l'énergie verte, vous allez avoir un impact planète, donc vous allez avoir un impact positif. Vous allez peut-être avoir un impact positif financier, mais globalement, le collaborateur, ça ne change rien à sa vie. Rien. Ça s'allume, mais il ne sait pas d'où ça vient. Si vous échangez et que vous mettez des meubles de mobilier de bureau en récupération, pareil, ça ne lui change rien à la vie. Quand vous touchez à la mobilité et que vous voulez avoir un impact, il n'y a pas d'impact sans changement de comportement. Et c'est là où ça devient assez amusant, c'est que, en général, vos clients ou les fournisseurs connaissent assez mal leur end user. Et que si vous les intégrez bien et si vous arrivez à comprendre leur maturité, c'est un merveilleux outil d'embarquement des collaborateurs. Si vous avez une politique de mobilité qui est réfléchie au plus près des besoins, là où vous pouvez percevoir cette problématique comme étant une contrainte, en fait, ça devient une super opportunité. Donc, on le verra un peu plus loin. Vous pouvez dire, OK, mais tout ça, c'est... est-ce que c'est pas un petit peu compliqué? Comment est-ce que je peux mesurer la maturité de mes équipes? Donc, j'en ai fini sur le pourquoi. J'en ai fini sur les bénéfices. Donc, les bénéfices, vous l'avez compris, ils sont multiples. Je vais vous donner quelques-uns. Il y en a sûrement plein d'autres qu'on peut trouver. Mais pour les trouver, il faut sortir de son approche verticale et se dire... Alors, effectivement, on peut dire, OK, mais c'est quoi mon métier de demain si je bosse avec mon collègue fit manager, lequel des deux va prendre le lead? Après, voilà, c'est une question de... Est-ce que vous voulez faire avancer votre boîte en termes de mobilité responsable? Mais nous, on voit qu'à partir du moment où on a cette approche multimobilité, il y a un énorme effet d'engagement des collaborateurs dans la boîte. Donc, je vais passer la parole à Yann, mon associé, qui va vous expliquer comment on peut déployer et mettre en place ce type d'initiative. Bonjour. Nous avons, en fait, on a déployé une méthodologie en 6 étapes. Évidemment, il y a ces notions de principe directeur qu'on a évoquées tout à l'heure, que Jérôme a indiqué, c'est-à-dire que c'est vraiment avoir la manière on va contrebalancer ou balancer les notions de people, profit, planet. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise, c'est pas toujours le cas, hein, on a des entreprises qui nous disent moi, ce qui m'intéresse, c'est le profit. La planète, éventuellement, le people, j'en ai pas grand-chose à faire. Enfin, c'est très, très, très étrange. Il y a des entreprises qui sont extrêmement matures. Enfin, donc, c'est vraiment bien comprendre les principes directeurs dans le cadre d'une politique d'écomobilité. Ensuite, on a un état des lieux à dresser sur tout ce qui est la maturité des collaborateurs. Donc, on a défini avec Jérôme un algorithme qui permet, sous à peu près une dizaine de questions, de définir la maturité des collaborateurs. Maturité des collaborateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'identifier les groupes d'individus qui sont d'accord pour changer leur comportement de façon volontaire ou bien on a besoin de les aider et les accompagner. Donc là, ce sont des groupes qu'on définit, qu'on suit depuis maintenant à peu près 5 ans, hein, au travers d'un observatoire qu'on développe avec Opinionway, et on le met en place également chez le client qui permet de se dire, finalement, voilà ma maturité de collaborateur. Si vous avez évidemment 70% de réfractaires, on ne va pas agir de la même façon qu'au contraire s'il y a des collaborateurs qui ont envie de déployer ce genre d'attitude. Ensuite, une fois qu'on a développé et mis en place ces identifiants en termes de maturité et de volonté de changer de comportement, évidemment, on va aller chercher les solutions de mobilité qui sont multiples, comme disait tout à l'heure Jérôme. Et puis, une fois qu'on a défini évidemment ces solutions, c'est qu'il faut, on est dans le change management, c'est comment on va embarquer les collaborateurs et les parties prenantes. Donc ça, c'est un des enjeux évidemment les plus importants qu'on a adressés. Il y a évidemment une façon de le faire qui est le Big Bang, c'est-à-dire tout changer d'un coup, et en règle générale, ça ne marche pas. Donc on est plutôt, nous, dans des solutions qui sont plutôt intermédiaires, qui consistent à faire bouger les choses progressivement avec un maximum de visibilité et qui vont avoir un impact le plus fort. Je vais vous donner un exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps.
de la mise en place notamment de mobilité du quotidien pour les collaborateurs. Et il y avait une volonté, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, de mettre en place des flottes de véhicules, mais de vélos en l'occurrence. Et on s'est rendu compte que la raison pour laquelle les personnes étaient d'accord pour rentrer dans cette logique d'utilisation du vélo, dans le vélo de fonction, c'est qu'il y avait à peu près 90% des gens qui le faisaient déjà à titre personnel. Donc on essaye de comprendre ces maturités et on essaye évidemment d'adopter les solutions à ces différentes maturités. Et enfin, une fois qu'on a... Donc ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas une solution qui fonctionne, c'est bien comprendre ces maturités-là qui permet de proposer la meilleure solution. Évidemment, le dernier point qui est très important, c'est le pilotage. Pilotage, ça veut dire quoi ? C'est quoi les indicateurs qu'on va aller chercher ? C'est quoi les solutions qu'on va aller utiliser ? Aujourd'hui, malheureusement, sur le marché, il n'y a pas de solution qui soit capable de gérer à la fois le voyage, la flotte automobile et le commuting. On en est très très loin, mais il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont en train de travailler parce que les logiques sont différentes. Dans le travel et dans la flotte, on est plutôt dans une logique B2B et dans le commuting, on est plutôt dans une logique B2C. Pour autant, on a vraiment, il y a vraiment cette nécessité de mettre en place ces indicateurs et de structurer un pilotage complet. Voilà donc ces 6 étapes, elles fonctionnent j'aurais tendance à dire que plus on est en train d'avancer sur ce sujet, plus on se rend compte que c'est vraiment la compréhension des comportements qui est vraiment clé aujourd'hui dans le succès. Comme dans le voyage d'affaires. Hein. Dans le voyage d'affaires, vous êtes confronté à une situation qui est assez intéressante entre ce qu'on appelle l'assisted booking par rapport au booking du collaborateur. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous faites des comparaisons, je vous invite à le faire, entre les réservations qui sont faites via les assistantes et les mêmes réservations qui sont faites par le voyageur, regardez les différences et regardez la manière dont les choses sont gérées. Donc, vous voyez que le comportement est vraiment clé. Là, on n'a pas pris cet exemple du voyage, mais celui-là, il est particulièrement évident. Donc, il y a cette notion de comportement. Donc, on en revient à la notion de connaissance de l'utilisateur final qui est absolument clé. Si vous voulez connaître votre propre maturité, je vous propose d'aller faire un tour sur notre site. Vous verrez, il y a ce qu'on appelle l'indice des déplacements éco-responsables. Donc notre site, notre boîte s'appelle Corporate Mobility, ça doit être marqué quelque part, là, c'est marqué là. Donc vous y allez, il y a un onglet et vous pouvez avoir votre propre rating et vous verrez si vous êtes au-dessus ou en dessous du marché. Donc nous, on aura les informations, on viendra vers vous pour nous donner le benchmark. On a fait tourner cet indice en 2023, il était à 51 sur 100. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de questions. Et on l'a fait tourner sur plus de 600 voyageurs. Donc la base est représentative. En 2023, on était à 51, donc il n'y a pas de quoi faire des bons. Hein, c'est un peu 10 sur 20 à l'école. Pas terrible. On l'a fait tourner une année plus tard, on est monté à 59. Donc c'est mieux. Ça fait un 12 sur 20. C'est pas non plus encore... c'est pas mal, c'est passable. Donc je vous encourage à y aller. Nous, on saura combien vous avez. Et au-delà du caractère un peu ludique de la chose, ça permet après, dans le déploiement des politiques, d'avoir des profils dans l'entreprise. Et de se dire, en fait, parmi mes collaborateurs, on va mettre un petit peu de salsa, ça va rendre l'intervention un peu plus... On va se mettre à danser, peut-être. Donc, une fois que vous avez ces indices, vous pouvez faire des familles et des profils d'utilisateurs et vous dire, OK, moi, mes collaborateurs, sur les sujets de mobilité, que ce soit travel, flotte ou commuting, ils sont plutôt ouverts à des solutions novatrices et responsables. Et donc ça vous permet d'envisager des solutions assez avant-gardistes où vous dites, j'ai plutôt des vieux de la vieille qui n'ont aucune envie de bouger. Et dans ce cas-là, votre stratégie doit être différente. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Et moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de gens d'FCM, mais nous sommes très honorés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients. Est-ce qu'il y a des clients, des entreprises clientes? Tu n'as pas l'impression. Donc, ce que je trouverais... Si on est encore là l'année prochaine, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a des clients chez nous et chez vous qui nous ont écoutés et qui se disent, ouais, ça a peut-être du sens de dépasser nos frontières traditionnelles du travel, d'aller travailler avec mes collègues de la flotte et des RH pour dépasser un peu les frontières. Et puis on verra si ça a marché ou si ça n'a pas marché.
tout cas, merci de l'invitation et rendez-vous l'année prochaine.